Bonjour, je m'appelle Rafi, j'ai 49 ans. Il y a quelques années, en 2003, j'ai créé une boîte qui s'appelait Violet, après plein d'autres choses avant, et entre autres choses, chez Violet, on a lancé cet objet un peu emblématique qui était Nabastag, le premier lapin communicant. À l'époque, chez Violet, on avait une stratégie en deux étapes, qui était étape 1, connecter les lapins, étape 2, connecter tout le reste. En gros, notre ambition à l'époque et notre vision, la vision que nous avions chez Violet était que le temps était venu de connecter tous les objets du monde à l'Internet et que le temps était venu à l'Internet des objets. Et bon, comme ça, bon an, mal an, depuis 2003, je suis un pionnier de ce qu'on appelle depuis l'Internet des objets. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est scier la branche sur laquelle je suis assis. Bon, parce que tout compte fait, on m'invite dans ce genre de conférence pour être le type qui parle de l'Internet des objets. Si je commence à dénigrer l'Internet des objets, peut-être qu'on ne m'invitera plus, et ça serait dommage. Donc, ce que je voudrais faire, en fait, c'est un peu casser cette notion d'Internet des objets, parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'il y ait un Internet des objets, qu'il y ait des trucs comme le M2M, etc., mais un peu se concentrer sur les véritables enjeux de ce qu'il s'agit réellement de faire et les véritables tendances. Après, on appelle ça l'Internet des objets, on appelle ça l'Internet tout court, etc. Je pense qu'il n'y a pas d'Internet des objets, et de la même manière qu'il n'y a pas d'Internet mobile. Il y a l'Internet tout court. Jusqu'à très récemment, la vision qu'un ordinateur avait de nous était celle-là. C'est-à-dire, si on demandait à un ordinateur de dresser le portrait robot de son utilisateur, mais les seuls points de contact qu'il avait et la connaissance qu'il avait de son utilisateur était celle-là. Un doigt qui le touche, un œil qui le regarde et des oreilles qui entendent de ce qu'il fait. En fait, pour l'ordinateur, on n'était rien d'autre que ça. En fait, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à les tablettes, jusqu'aux iPads, on est encore dans un modèle qui est celui du bocal de données, c'est-à-dire un récipient dans lequel tout se passe, derrière la vitre de laquelle il se passe des choses et qui vit à l'intérieur d'un environnement qui, lui, est globalement insensible. C'est-à-dire que cet appareil n'a aucune connaissance de ce qui se passe autour. Les données, la vie se passe à l'intérieur. Et si on sort les trucs du bocal, ils meurent, ils ne peuvent pas vivre à l'intérieur de cet environnement. On est aussi dans un modèle qui est le modèle du guichet. C'est que depuis le Minitel et jusqu'au Nabastag et jusqu'à l'iPad, on était dans un modèle dans lequel on dit il y a un seul point de contact avec l'utilisateur et donc, quelle que soit l'activité qu'il a, quel que soit ce qu'il est en train de faire, à un moment donné, si je veux lui parler, il faut qu'il vienne devant le guichet pour me parler, c'est-à-dire qu'il sorte son iPhone pour que je puisse interagir avec, il faut qu'il allume son Minitel ou qu'il accède, qu'il parle à son Nabastag pour pouvoir interagir. Donc il faut sortir de ce modèle du guichet. Pour devenir beaucoup plus contextuel, c'est-à-dire aller poser l'information là où elle est nécessaire, et pas forcément de lui dire « bon, maintenant, tu es en train de vivre quelque chose, viens au guichet pour que je te parle ». Pour donner un exemple un peu caricatural et extrême, c'est si on voudrait faire aujourd'hui une application pour trapéziste, on ne va pas lui dire « bon, maintenant, j'ai un truc à te dire, lâche ton trapèze pour regarder ton iPhone ». Ça se traduit comment ? Donner un petit exemple typique. Est simple à comprendre. Jusqu'à présent, quand on faisait des services pour de suivi de régime, par exemple, que ce soit sur iPhone ou sur le vieux PC multimédia des années 90, on disait à l'utilisateur quoi ? On disait monte sur ta balance, regarde le poids, retiens-le bien, marche jusqu'à l'appareil qui va te servir à introduire cette donnée et saisis-le. Sous-entendu, tu as la motivation pour le faire et entre le moment où tu t'es pesé et le moment où tu vas entrer cette donnée, il n'y aura pas de détérioration de la donnée, il n'y aura pas une réinterprétation de cette donnée entre les deux points. Et maintenant qu'on a des pèse-personnes Wi-Fi, en fait, on dit à l'utilisateur monte sur la balance. C'est-à-dire, l'expérience de l'utilisateur, elle n'est pas différente. Il n'y a pas d'interface. On n'est pas en train de lui expliquer une application, pèse-toi sur ton truc. L'application, l'objet s'utilise comme il s'est toujours utilisé. Il monte sur son pèse-personne et puis c'est tout. S'il y a un feedback à lui faire, s'il y a des recettes à lui recommander, elles peuvent aussi bien se faire par son médecin, elles peuvent même lui être adressées par la poste si c'est une personne âgée. On n'a pas besoin de faire de pédagogie de l'utilisateur. Jusqu'à présent,
on a toujours évolué vers comment on va faire pour enlever les barrières qui éloignent l'utilisateur de nos produits ou de l'acte d'achat ou de l'interaction qu'on souhaite. Donc on a créé des parkings dans les supermarchés pour les rendre beaucoup plus accessibles. On a fait l'e-commerce pour qu'il puisse acheter sans bouger de chez lui. Maintenant, on fait la même application sur iPhone, etc. Mais dans tous ces cas-là, on a un middleman qui est, à un moment donné, il faut que je dise à l'utilisateur d'aller sur le guichet. Et il y a des gens qui ont découvert qui sont un peu les précurseurs de l'Internet des objets. On ne les met pas dans l'Internet des objets, on ne les met pas dans les objets communicants, mais pourtant ça existe depuis 15 ans. C'est les fabricants de photocopieurs. Aujourd'hui, la plupart des gros photocopieurs de bureau, même les moyennes d'ailleurs, sont connectés à une ligne téléphonique et que ce soit Xerox ou que ce soit Canon, monitorent en temps réel la machine, le photocopieur, savent le nombre de photocopies que vous faites, sont capables de vous envoyer de vous refournir du papier et de l'encre sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, voire de vous alerter que votre machine va tomber bientôt en panne. Donc un modèle qui est applicable pour un photocopieur pourrait être très bien applicable pour une machine Nespresso qui fonctionne exactement de la même manière avec le même type de consommable à rajouter. L'autre problème auquel on va être confronté bientôt, c'est le fait de continuer à parler à des sens qui deviennent de plus en plus saturés chez l'utilisateur, c'est-à-dire tout faire à travers des écrans. Le problème des écrans, c'est que certes, ils sont riches en matière d'information, de ce qu'on est capable de traduire à l'utilisateur, mais le problème, c'est qu'ils nécessitent une attention exclusive de l'utilisateur. Pendant que je suis en train de regarder un truc sur un écran, je ne suis pas en train de faire autre chose. Et il y a fatalement une bande passante limitée et à un moment donné, on va arriver à la saturation de cette bande passante. Donc, il est nécessaire de trouver d'autres canaux, d'autres moyens, parler à d'autres sens de l'utilisateur que simplement de solliciter le regard en permanence. L'autre façon de communiquer, c'est qu'on n'est pas forcément en besoin de parler à un utilisateur, de parler directement à son intelligence consciente. Ça, c'est un exemple que j'aime bien, qui est une bouilloire qui a été développée à l'université de Stockholm. Elle a un socle magnétique et quand le réseau électrique est chargé près de chez vous et donc on souhaiterait que vous économisiez de l'énergie juste pendant les pics de consommation d'énergie, eh ben la bouilloire va un peu résister au moment où je vais la prendre, c'est qu'elle va être plus lourde, elle va être plus résistante. Quand le réseau n'est pas chargé, je peux la décrocher assez facilement. Ça veut dire que le message « attention, réseau électrique chargé, ne pas faire de café » n'est pas envoyé sur un écran qui va parler à mon intelligence en espérant que je vais traduire ça par un acte direct. Il va parler directement à mon bras. Mon bras va sentir directement au moment où il va prendre la bouilloire qu'il ne faut pas faire de thé en ce moment, si je veux. Enfin, je peux toujours la décrocher. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les objets vont muter. C'est qu'un objet, quand on le connecte, il ne reste pas le même. Et on l'a déjà vu à différentes reprises. Quand on fabriquait des objets de manière mécanique, on était obligé de leur imaginer une fonction unique, une machine à écrire mécanique. Ben forcément, il y avait des tiges de métal à mettre dedans, donc elle ne faisait que ça. Et lorsque le numérique est apparu, la première tendance, et là, tous ceux qui n'ont pas 49 ans dans la salle ne le connaissent pas, cet exemple, pourtant il est très intéressant, c'est la machine à traitement de texte de Wang, apparue dans les années 75-79. Chez Wang, ils se sont dit, ben maintenant, avec du numérique, on va faire des machines à écrire super sophistiquées, avec des tas de fonctionnalités, sans voir que le fait que ça devenait numérique devenait absurde. Il était absurde de faire une machine qui n'avait qu'une seule fonction, qui en fait était un ordinateur avec un seul logiciel. Et donc Wang est mort, et le modèle qui a prévalu, c'est l'espèce de machine polyvalente qui était le PC, dans lequel je pouvais changer de logiciel, qui pouvait faire machine à écrire, mais qui pouvait faire plein d'autres choses à la fois. Donc la découverte de la versatilité. Et aujourd'hui, on est dans une tendance qui fait qu'un appareil, un ordinateur connecté à un réseau omniprésent et à large bande est en fait purement une interface, n'est plus un appareil dédié et simplement capable de faire toutes les choses qu'on peut faire avec un clavier, un écran, etc. Donc,
Ce modèle, on l'a vu partout, on l'a vu évidemment dans la téléphonie mobile, où on est passé du téléphone monofonction au téléphone qui est simplement un bundle d'interfaces et de capteurs qu'est l'iPhone, et qui permet tout un tas d'applications, y compris les coussins péteurs qui n'étaient pas prévus par les constructeurs de téléphones dans les modèles précédents. Donc, comment ce modèle s'appliquerait-il à un autre objet qui est, par exemple, le pèse-personne, qui eux aussi sont passés de mécanique à digital, à communicant. Mais en fait, la vocation de ces objets qui existent et qui deviennent communicants, c'est d'aller de l'appareil spécialisé à une espèce d'interface générique versatile. Donc sur un pèse-personne, je vais commencer par faire des choses qu'un pèse-personne fait classiquement, c'est peser et donc faire des graphiques, faire des visualisations de mon poids. En fait, quand on connecte un appareil à l'Internet, la première chose qu'il fait, c'est comme si on lui ajoutait des périphériques. Donc je vais pouvoir lui rajouter un disque dur à mon pèse-personne dans lequel je vais pouvoir stocker tout mon poids historique et donc pouvoir retracer ça de manière sur une longue période, et puis je vais pouvoir aussi le connecter à un grand écran sur lequel je vais pouvoir visualiser tout ça de manière assez jolie. Mais aussi, je vais pouvoir accéder à des fonctions adjacentes, c'est que je vais pouvoir directement accéder à je dis beaucoup accéder, me relier à un médecin, à des services de régime, à tout autre service ou produit qui a besoin de cette information qui est mon poids. Mais on peut aller encore plus loin, toujours en restant dans le poids. Rajouter des fonctions sociales, c'est-à-dire rendre cette donnée publique, la rendre plus ludique, gagner des prix en me pesant et faire des concours du type le plus gros du quartier en montant dessus, transmettre des messages d'amour, voire même faire des pèse-personnes politiques où on dirait aux gens, tel jour à telle heure, on va tous monter sur notre pèse-personne pour calculer notre poids politique cumulé de tous les gens en même temps. Puis ça éviterait d'aller dans la rue, ça éviterait de se faire tirer dessus, c'est assez safe comme moyen de protestation. Et assez lâche aussi. Et puis, il y a la dernière façon de voir un pèse-personne qui est de dire, finalement, un pèse-personne, ce n'est pas un pèse-personne, c'était un pèse-personne du temps où on était obligé de déterminer à l'usine quelle était la fonctionnalité de cet appareil, mais de dire, un pèse-personne, comment on peut le caractériser? C'est un appareil qui est capable d'identifier qui est monté dessus. La plupart des pèse-personnes modernes savent discriminer les différentes personnes du foyer, donc fournir une information personnelle, courte, parce qu'on reste 7 secondes sur une pèse-personne, et puis quotidienne parce qu'on se pèse globalement, bon an, mal an, tous les jours. Et donc, ça devient un device à fournir toutes les informations courtes, quotidiennes et personnalisées. Et donc, toute information courte, quotidienne et personnalisée est bonne à être délivrée sur un pèse-personne. Par exemple, un horoscope, par exemple, la météo du jour, voire une espèce de petite histoire que je peux raconter à mon utilisateur qui est d'accord, tu es gros, mais il va faire beau, puis tu es Gémeaux et tu vas rencontrer l'amour. Donc on inscrit ça dans une expérience plus globale. On n'est plus dans une situation où on fournit des données brutes qui est bang, voilà combien tu pèses, mais de le lier un peu à une expérience, à faire un peu plus de storytelling sur des données aussi banales que mon poids. Donc un objet, quand on le connecte, il n'est pas connecté uniquement à une plateforme, il est connecté à tout un tas d'autres choses. Il est connecté à son passé, donc il sait ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait là-dedans, et donc peut-être ce qu'il va faire demain, en déterminer ce qu'il va faire demain. Votre système de sécurité à la maison peut enregistrer votre comportement quotidien, et lorsque vous n'êtes pas là, peut-être le rejouer pour faire semblant qu'il y a quelqu'un dans la maison, ou toute autre chose où l'apprentissage des comportements passés peut influer le comportement futur. Votre appareil peut être connecté peut partager son expérience avec tous ceux qui font la même chose de votre utilisateur. Donc depuis Google, on sait que en fait l'intelligence, la pertinence ne naissent pas par un laboratoire qui a analysé 12 cobayes dont il a sorti des profils, mais que ce sont des choses dynamiques. Et donc on peut créer des appareils qui sont extrêmement pertinents dans ce qu'ils peuvent faire, simplement par la confrontation, par le cumul de l'analyse du comportement de tous ces utilisateurs à la fois. Donc on fait des appareils vraiment intelligents uniquement en mettant tout ça ensemble. Et puis, l'appareil ne devient pas une espèce de tranche de moments isolés, c'est que tous mes appareils ne sont pas des expériences isolées, mais elles ont la connaissance de ce que j'ai pu faire avant, de ce que j'ai pu faire après, et donc créer une espèce de lien, d'expérience globale de l'utilisateur, et pas simplement des moments tranchés. Il faut
J'arrête quand on me jette. Il ne faut pas confondre utilité et expérience. C'est que souvent, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut faire des applications avant tout rigolotes ou des applications vraiment utiles? Il faut vraiment avoir des utilités, etc. Je pense qu'il y a deux choses. Les applications utiles sont certes utiles, mais personne n'en veut. Les applications rigolotes sont rigolotes, tout le monde en veut, mais pas longtemps. Et donc, il y a de toute façon à imaginer des expériences riches dans lesquelles à la fois l'utilité, mais quand je dis l'utilité, ça veut dire aussi des choses aussi sèches que la consommation d'énergie ou la sécurité ou la protection des personnes âgées, sont accumulées avec des choses comme la gamification, la théâtralisation de la vie et toutes sortes de choses. Donc, l'enjeu, il n'est pas simplement de se dire aujourd'hui, on va faire l'Internet des objets, ou c'est une espèce de croisade, qui est simplement de dire, aujourd'hui, il n'y a que le petit village gaulois, donc une toute petite portion de notre vie qui est connectée, sur laquelle on interagit et qui est intelligente, et c'est celle qui est couverte par nos quelques appareils à écran.